Nourrisson, je refusais le contact de ma mère. Je refusais le sein. Je ne supportais pas que l'on me touche, faute de quoi je hurlais. Entre 18 mois et 3 ans, j'adorais que l'on me parfume. Et quand on me disait que je sentais bon, je pinçais le nez de la personne et avec mes doigts, je faisais comme si je ramenais l'odeur de la personne sur moi. En pinçant le nez et les 3 doigts joints, pouce, index, majeur. Je me touchais en différents points, de là où l'on m'avait reniflé, pour recoller mon odeur. Au niveau du langage, je me mis à parler très tard, sans babillage, et en passant du silence à un débit sans fin, articulé. J'avais également une hypersensibilité tactile. Je ne supportais pas que l'on me touche, que l'on m'embrasse. Je repoussais les personnes assez violemment. Ma mère l'a très mal vécu, et ce rejet de la part la marquera à jamais dans les années futures de nos relations. J'avais également une hypersensibilité olfactive que j'ai gardée à ce jour. Je sens toutes les odeurs, les pires comme les meilleures, à tel point que j'ai toujours l'impression d'avoir un flair canin. Afin de masquer ces bouquets d'odeurs, je parfume tout, moi-même, l'intérieur de mes sacs, mes vêtements, ma voiture, mon intérieur. Je parfume tout pour construire un environnement olfactif agréable à mon nez, ce qui peut être troublant pour mon entourage. De l'âge de 18 mois à 7 ans, j'avais une hypersensibilité auditive que j'ai totalement perdue. On vivait en Guadeloupe dans les années 70 et on allait voir les avions décoller de la terrasse de l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Mon père remarquait que je supportais très bien les bruits des décollages des avions ainsi que des atterrissages, mais dès que les réacteurs tournaient au ralenti, je me plaignais de bruits extrêmement douloureux à mes oreilles, au point de me recroqueviller sur le sol en tamponnant mes mains sur mes oreilles au plus fort. Ces épisodes pénibles à mes parents m'ont amené à l'hôpital pour des tests auditifs. Et quelle ne fut pas la surprise des médecins incapables de donner des explications sur ce qu'ils avaient noté, à savoir mon extrême sensibilité aux ultrasons. Fils aîné d'instituteur, je fis ma scolarité primaire avec 2 années d'avance. Je passais des heures à contempler des ombres, des rayons de lumière et leur diffraction au travers des fenêtres, ce qui me valait en permanence des doutes de la part de mes enseignants sur ma santé mentale, alors qu'en même temps, j'avais les meilleurs résultats de la classe. Tout au long de ma scolarité, je ne fus jamais socialisé. J'étais le mouton noir, j'étais seul dans les cours de récréation, et souvent le souffre-douleur du fait de l'étrangeté de mes comportements. Mes dandolinements sur les chaises en classe, mes regards dans le vide sans entendre l'enseignant qui me rappelait à l'ordre, et le fait d'être le premier de ma classe en même temps. Je détestais les sports collectifs, ce qui est toujours le cas à ce jour. Si bien que je jouais sous la contrainte et faisais perdre mon équipe, ce qui provoquait un grand nombre d'inimitiés. Bref, cela courra également au collège, où ma réponse à ce rejet fut la violence. Et durant toutes mes années lycée, je me contentais de passer en classe supérieure en travaillant le minimum et emmerder le monde, comme je me le disais. C'était l'époque du punk, et ce principe de nos futurs me collait bien pour le plus grand désarroi de mes parents. Car en plus de tout cela, j'ai commencé l'expérience des drogues. Et c'est à ce moment que j'ai perdu mon hypersensibilité auditive à cause des Walkman. Je prenais tout ce qui se consommait sans se piquer, je n'ai jamais supporté les piqûres, ce qui m'a sauvé de l'héroïne, sinon je suis sûr que j'en aurais pris. Durant toutes ces années d'adolescence, en plus du fait que je rejetais tout groupe, toute règle sociale, qui me paraissait inepte, y compris les règles familiales et l'autorité parentale, les papouilles des uns et des autres m'insupportaient. Je ne vais pas m'étendre sur mon enfance et adolescence, c'est juste pour expliquer de là où je viens.
À l'époque, on ne connaissait pas et on ne parlait pas du syndrome d'Asperger. J'étais qualifié de personne extrêmement caractérielle, maniaque, mais on ne parlait pas d'autisme. Mon père voyait bien que j'avais certaines aptitudes et il n'a cessé de les solliciter en bon pédagogue. J'ai commencé la peinture à l'huile à l'âge de 8 ans et cette pratique ne m'a jamais quitté. La pratique de cet art était la seule qui renvoyait de la part d'autrui un retour positif qui me promettait une forme de socialisation. Car pour le reste, j'ai été toujours rejeté, jamais invité, une sorte de mouton noir agressif venant d'une autre planète. J'étais dans un état d'anxiété permanent, je me suis rongé les ongles jusqu'au sang, jusqu'à l'âge de 40 ans. J'ai repris, après quelques années de galère entre 20 et 25 ans, des études sur œuvres et publications. En effet, durant ces années, ma pratique artistique commençait à être reconnue sur le plan international. J'étais un des 5 premiers artistes au monde à utiliser Internet comme média artistique, c'était en 1994, et en 1997, je me retrouvais à Documenta X de Kassel, une des manifestations internationales d'art contemporain les plus prestigieuses au monde. Fort de cela, j'ai pu intégrer différents 3e cycles à l'université. Les Beaux-Arts de Paris, pour la dernière année, un DESS d'ethnométhodologie à Paris 8, un DESS d'informatique à Paris 8, et Télécom Paris ENST, un master. Je réussissais avec brio tous ces diplômes, et cela me permettait d'avoir les outils conceptuels pour appréhender les interactions humaines qui échappaient totalement à ma compréhension. Ainsi, durant toute ma vie, j'ai eu une gourmandise effrénée pour toutes les sciences humaines, que je croise d'ailleurs dans ma pratique des arts plastiques. Psychanalyse lacanienne, anthropologie, sociologie, philosophie, j'ai toujours eu une grande facilité à lire des essais très pointus, alors que les romans m'ennuyaient à quelques exceptions près, au plus haut point. C'est pourquoi de la fin de mes années d'études en 1996 jusqu'en 2005, j'ai mené en parallèle d'une carrière artistique une carrière d'éditeur électronique aux éditions du Seuil. En lançant des projets tels que l'édition électronique du fonds Roland Barthes et Jacques Lacan au travers d'un moteur de recherche sémantique, basé sur les concepts propres aux auteurs et scannant la totalité de leurs fonds numérisés. Ces années m'ont énormément formé et beaucoup aidé. C'est comme cela que je suis entré, à cette période, en psychanalyse pour une période de 7 années, afin de comprendre le rejet que j'avais de ma mère qui me le rendait bien. Toute lecture devait et doivent encore à ce jour me fournir des outils conceptuels à la compréhension de mon environnement. Ainsi, j'intellectualise tout, les relations et interactions humaines. Ainsi, quand une personne me fait part de sa douleur relationnelle, je ne sais la consoler, et je n'aurai jamais le geste de la prendre dans mes bras pour un big hug. Je ne sais pas faire cela. Je suis dans un profond malaise et inconfort, alors pour compenser, je décrypte tout, lui explique les motifs que je vois dans la dite relation, et une vision totalement analytique, ce qui est totalement déphasé avec son ressenti. Le fait d'exercer un travail et une double carrière de cadre dirigeant, ingénieur et artiste contemporain m'a permis d'avoir les clés de lecture des relations humaines que je décrypte au travers de schémas et de patterns. En effet, tout passe dans mon esprit par le biais de motifs et de patterns. Je ne sais avoir une vision globale, j'ai une vision de la complétude des choses desquelles je vais voir apparaître des motifs que je vais pouvoir lier à d'autres et qui vont me permettre d'appréhender la dite interaction humaine. Tout passe par le biais de calculs, et cela est parfois très éprouvant et fatigant. Et quand je suis pris de cette fatigue, je rentre dans une grande misanthropie et dépression. Je n'aime pas les groupes. J'ai une phobie des mouvements de foule dans les rues et des queues à l'entrée des nightclubs par exemple. Si parfois j'aime aller danser, je danse seul au milieu de tous.
Je ne comprends pas et n'arrive pas à me synchroniser avec l'euphorie collective. Je deviens spectateur de cela. Toute sortie m'angoisse à l'avance. Je me déroule des scénarios à l'avance pour faire bonne figure, et cela est très éprouvant. J'ai toujours ces moments contemplatifs sans fin. Aussi, afin de ne pas passer pour dingue, je recrée les conditions adéquates à cela. Ainsi, la pêche est un excellent alibi pour s'isoler en pleine nature, seul. Aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec mon autisme que je n'ai pu nommer qu'il y a 3 ou 4 ans. Au cours de mes différentes lectures sur le syndrome d'Asperger, je développais au regard de mon vécu une forte intuition du fait que j'en sois atteint. Car je voyais bien ma différence et on me le faisait sentir. Mais comment la comprendre ? On perçoit différents éléments comme un puzzle en désordre, et puis dans un premier temps un autodiagnostic sur Internet, puis à l'Institut Pasteur, m'a permis d'assembler toutes ces pièces. J'ai un quotient autistique de 158 sur 200, un QI de 135. Et le simple fait d'identifier ma différence m'a été d'un immense soulagement. Et m'a permis de dénouer bien des choses très profondes comme les relations avec ma mère que j'ai perdues en avril dernier. Si on ne guérit pas de l'autisme, on apprend à vivre avec, on s'adapte, on cache sa différence par une attitude caméléon. Cela ne m'a pas empêché d'avoir 2 vies de couple de 15 et 10 ans, et ni d'être père d'un fils magnifique de 14 ans neurotypique. Si ce syndrome était la cause de toutes mes souffrances dans la première moitié de vie, maintenant que j'aborde la deuxième, je fais de ma différence une force. Ce ne fut pas simple de faire mon coming out. Une fois diagnostiqué, donnerait-on en France les responsabilités que j'ai dans mon travail à un autiste ? Je ne le crois pas. Ainsi, j'ai toujours refusé toute connexion professionnelle sur Facebook, où j'ai fait mon coming out. En effet, mon réseau est essentiellement mon réseau artistique. Et je pense que ce syndrome peut être une clé de lecture de mon travail, et cela est beaucoup plus admis pour un artiste, car cela nourrit le cliché du mal-être romantique de l'artiste, et puis entre artiste et autiste, il n'y a qu'une lettre de différence. Et chose étrange au sujet de ma relation avec ma mère, si nourrisson je la rejetais, notre relation s'est inversée à la fin de sa vie. Atteinte de la sclérose latéro-amyotrophique, et celle-là, maladie de Charcot, elle a vu tous ses organes se paralyser tout en gardant toutes ses capacités cognitives. Elle était enfermée dans son corps, en ayant perdu le langage. Il ne lui restait que les yeux. Ainsi, face à moi, ma mère a fini dans une forme d'autisme. Et pour moi, où le regard est le fondement de mon travail, artiste plasticien, cela est un motif en soi.